Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Ouverture à Kinshasa ce vendredi 2 décembre de la 6e édition de la Conférence nationale sur l'énergie en République démocratique du Congo. Pendant 2 jours, la Fédération des entreprises du Congo et les opérateurs économiques se penchent sur les défis du secteur énergétique en RDC. Les détails à suivre dans cette édition du journal. Et puis 3e jour de la 6e édition du Salon de la construction et des infrastructures Expo Béton au Palais du Peuple à Kinshasa. Infrastructures, transport ou encore mobilité urbaine étaient au cœur des échanges. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, 280 millions de dollars américains, c'est le montant décidé par le gouvernement de la République pour l'exécution des travaux de la centrale hydroélectrique des Katende dans la province du Kasaï central. Mais la mise en marche des travaux traîne encore. Le Sénat a à cet effet interpellé le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Les détails à suivre également dans cette édition du journal. Très heureux de vous retrouver sur Ecofin Télévision pour cette nouvelle session d'information. Bien avant de développer tous ces titres, cette information, en bref, l'accord signé entre le gouvernement de la RDC et la société Ventora de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler a été publié le jeudi 1er décembre 2022 par le ministre en charge des Finances. Nicolas Kazadi avait en outre indiqué que cet accord porte notamment sur les actifs pétroliers du lac Albert. Signalons que c'est un accord signé après les sanctions prises par les États-Unis d'Amérique contre l'homme d'affaires israélien et plusieurs organisations non gouvernementales exigeaient déjà sa publication. Les attentes de la Caisse des solidarités nationales en faveur des victimes congolaises des conflits actuels ont été largement détaillées par le ministre en charge des Affaires sociales et actions humanitaires lors du briefing hebdomadaire du ministère en charge de la communication dans la soirée de jeudi. Les modalités des collectes des dons et les moyens pour les faire parvenir aux destinataires ont également été soulignés. Tony Anton Dibendila et Joe Manana pour les reportages. Les banques et les services mobile money seront mobilisés pour collecter les dons en nature comme en numéraire, annoncent les ministres des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutsinga, lors de ses face-à-face hebdomadaires avec la presse. Pour les transports vers la destination finale des dons en nature, la structure catholique Caritas Congo a été désignée. Au regard de la réalité sur le terrain, les attentes sont donc importantes. Comme j'ai dit, on attend les dons en nature
et en numéraire. En ce qui concerne les dons en nature, nous avons négocié un partenariat avec Caritas Congo pour tout ce qu'on peut avoir comme dons, savon, sucre, du riz, de la farine, de l'huile, etc. Ces dons, nous allons les mettre à la disposition de Caritas Congo pour l'acheminement à destination. En ce qui concerne les dons en numéraire, nous avons ouvert 3 comptes bancaires chez Equity Bank, chez Rabank et chez Tembe. Nous avons ouvert ces comptes sur ces banques-là et nous appelons également à ceux qui ne peuvent pas passer par la banque de passer par les transferts monétaires auprès de Vodacom, auprès de Africell, RTL, etc. Tous les numéros sont indiqués. Il y a peu, le président Tshisekedi avait rappelé les caractères impérieux des dotés des moyens adéquats à cette caisse de solidarité nationale et gestion humanitaire des catastrophes. Les ministres de la communication avaient signifié plus tôt que cette initiative représente pour la République démocratique du Congo une première étape d'une réponse institutionnelle aux opérations humanitaires et d'urgence, renforçant ainsi le leadership du gouvernement dans la coordination de la réponse humanitaire. Je m'adresse solennellement à vous en ce jour, dans un contexte. Restons toujours dans les coulisses de la communication du gouvernement. Toujours justement au cours de ce briefing, le ministre national en charge des droits humains qui a également pris part a annoncé dans le cadre de la justice transitionnelle la mise en place prochaine du Fonds national pour la réparation des victimes des violences graves au cours des conflits qu'a connu et continue à connaître la RDC. Justice qui vise notamment à réparer les torts commis, mais aussi à garantir la non-répétition de ces crimes à travers des sanctions exemplaires à l'encontre des bourreaux. Extrait choisi par Tony Anton Dibendila. La République démocratique du Congo, après tout ce que nous avons connu de par le passé, depuis 1993, s'est lancée dans un processus de justice transitionnelle. Justice transitionnelle qui se focalise sur les victimes des graves massacres que nous avons connus, que ce soit au Congo central dans le dossier Pondodia Congo, chez les Enyele à l'Équateur ou à Yumbi dans le Maïndombe, dans les Kasaï, avec le dossier Kamana Sapu, vous vous en doutez, dans l'espace Katanga, au nord et au sud Kivu, n'en parlons pas, et dans l'ex-province orientale. Et c'est cette justice transitionnelle, justement, outre la vérité qu'il faut connaître, faire connaître aux différentes victimes et aux différents acteurs, il faut une justice. Il faut que les moraux répondent, et les acteurs matériels et les acteurs moraux, il faut que tous répondent devant les cours et tribunaux. Et après, c'est là que nous ayons une réparation. Et c'est ainsi que vous apprendrez dans les jours qui viennent la mise, la signature d'un décret portant création d'un fonds national pour la réparation, justement. Mais ce qui est triste, qui est regrettable, c'est qu'au moment où de grands efforts comme ça sont fournis, que l'Assemblée nationale et le Sénat sont en train de voter des lois sur les réparations pour avoir des instruments légaux pour cette réparation, on continue à commettre les mêmes crimes que nous avons dénoncés, des crimes pour lesquels nous devons rencontrer les bénéficiaires de ces différentes réparations. Venons-en maintenant à cette information, je le disais dans l'entame de ce journal. 280 millions de dollars américains, c'est le montant destiné à l'exécution des travaux de la centrale hydroélectrique des Katende dans la province du Kasaï central. À ce sujet, le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité a été interpellé à la Chambre haute du Parlement pour notamment le retard constaté dans la reprise des dits travaux. C'était justement au cours de la séance plénière du jeudi 1er décembre 2022. Juvette Mbelou pour les commentaires.
Selon un accord de financement signé entre le gouvernement congolais et le gouvernement indien, le coût global des travaux de la centrale hydroélectrique de Katende était fixé à 280 millions de dollars américains. Face au constat fait sur la non-reprise des travaux jusque-là, une interpellation a été initiée par le sénateur Denis Kambayi adressée au ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité. Ce huis clos portait sur l'examen du texte d'interpellation du ministre des Ressources hydrauliques et électricité par notre collègue Denis Kambayi Chimbundu. Après débat et délibération, nous avons examiné le texte. Il y a eu plusieurs intervenants. À l'unanimité, donc tous les sénateurs décident de l'interpellation du ministre des Ressources hydrauliques et électricité suite aux questions qui ont été posées, notamment concernant la chute de Katende, dont les travaux devaient déjà arriver à terme, tel que l'avait promis le ministre lors de son passage ici. À l'issue de cette séance plénière, le Sénat a également voté 2 propositions de loi déjà examinées en première lecture par l'Assemblée nationale, notamment la proposition de loi modifiant l'ordonnance loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie. La 6e édition du Salon de la construction et des infrastructures en RD Congo, Expo Béton, se poursuit avec une série de panels. Les questions liées aux infrastructures, au transport et à la mobilité urbaine étaient justement au cœur des échanges tenus le jeudi en présence des ministres de ces secteurs et d'autres participants. 5 piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2023 demeure le thème principal. Regardez. C'est l'initiative d'un caucus des sénateurs. Elle s'épanche essentiellement sur les questions d'infrastructure, des transports et des mobilités urbaines à Kinshasa. Les ministres des Transports et celui des infrastructures ont à tour de rôle pris parole, interpellant entre autres le gouvernement provincial de Kinshasa sur la problématique du parking payant. Que fait-on des recettes collectées, a questionné le ministre des Transports dans son exposé au regard du désordre qui s'observe dans le secteur. L'organisation de la mobilité et du transport de masse devient une obligation. Les vastes embouteillages, l'insuffisance des canalisations des eaux usées, les manques d'assainissement, la pression démographique sont identifiés comme de véritables défis qui connaissent la vie de Kinshasa. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, a quant à lui évoqué l'aspect des transports multimodaux, précisant que les trafics ou le développement des infrastructures des transports est le soubassement même de la performance d'une économie. Tout en soulignant que sans la mobilité, il ne peut y avoir d'échanges commerciaux, ni des investissements. Lorsque le professeur Polycarpe Kondi insiste sur la permanence des bouchons aux différents carrefours de la ville et la nécessité de réfléchir sur comment remédier à la question. Les sujets développés, politiques ou scientifiques, ont eu pour point commun la modernisation de la ville de Kinshasa. Des besoins importants de financement pour sa matérialisation ont été manifestés. Je lisais aussi dans le sommaire de ce journal Ouverture à Kinshasa, ce vendredi 2 décembre 2022, de la 6e conférence sur l'énergie en République démocratique du Congo, une conférence organisée sous forme de tables rondes. Ces assises encouragent l'enrichissement des discussions sur la manière dont le secteur privé peut contribuer à répondre à la forte demande énergétique pour le développement de la RDC. On écoute à ces sujets quelques participants à l'issue de cette première journée. On peut retenir que le retard que nous observons dans le secteur de l'énergie correspond exactement au retard que nous observons dans le secteur de développement. Il n'y a aucun pays qui peut se développer sans énergie. Pour n'avoir pas développé l'énergie, on ne sait pas du tout développer. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose qui apparaît de manière assez claire, c'est la rupture entre le milieu rural et le milieu urbain. Étant donné qu'il n'y a pas d'énergie dans les milieux ruraux, on s'aperçoit justement qu'on ne sait pas développer dans les milieux ruraux et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un problème. Mais on a une chance dans tout ça, c'est qu'on a un chef de l'État qui nous dit la gouvernance va être dirigée vers les 145 territoires. Ça veut dire qu'en fait, la République a décidé de se
rapproché de sa population pour être en mesure de donner des réponses. Ça veut dire qu'en fait, même dans la planification même de l'énergie électrique, il faudrait que la composante 145 territoires devienne la composante de base. Et ça nous permet d'avoir un nouveau paradigme qui nous permet non seulement de réfléchir sur comment nous voulons développer le pays, mais également comment nous développons les énergies pour être en mesure de développer le pays. Notre présence ici à Kinshasa sur l'énergie, la conférence sur l'énergie, nous travaillons avec des miniers. Nous avons un service de discipline électrique chez nous, dont nous faisons le service dans les mines. Nous avons cette capacité financière et technique de faire les études, la conception et l'exécution des projets sur les lignes de haute tension. Nous faisons les lignes électriques haute tension, dont nous avons la distribution et le transport de l'énergie électrique. Nous avons dernièrement électrifié toute la commune de Fongoroume, dont nous avons fait la moyenne tension et la basse tension au Lualaba. Nous avons aussi électrifié l'aéroport de Kolwezi il n'y a pas longtemps. Et la bonne nouvelle que je peux annoncer à la télé, nous avons construit une usine qu'on appelle Congo Cable Transformer. Cette usine nous permet de produire les câbles électriques, 4100 différents câbles que nous allons produire à partir de fin décembre, en cuivre et en aluminium. Donc notre objectif, c'est de casser la route vers l'Afrique du Sud et la Zambie. Et puis, dans le reste de l'actualité, 500 000 €, c'est l'apport de l'Union européenne en faveur des déplacés internes dans les provinces du Mai-Ndombe et du Kwilu pour cause des conflits intercommunautaires Teke-Yaka. C'est un communiqué rendu public le mercredi dernier qui l'affirme. Les détails dans ce commentaire de Jonathan Bakele. Les provinces de Mai-Ndombe et du Kwilu ont bénéficié d'un financement de l'Union européenne à hauteur de 500 000 €, soit 520 000 $, pour soutenir une intervention humanitaire en faveur de personnes déplacées. En effet, ces financements humanitaires d'urgence engagés par l'Union européenne donnent la priorité au transfert en espèces à usage multiple afin de répondre aux besoins les plus essentiels des populations concernées en matière de nutrition, de santé et de sécurité alimentaire. Rappelons que depuis juin 2022, ces personnes connaissent des confrontations violentes et des exactions au regard du conflit intercommunautaire qui oppose les Teke et les Yaka. Ces conflits est parti du territoire de Kwamut, dans les Mai-Ndombe, pour s'être étendu vers les provinces du Bandundu et du Kwilu. Les personnes déplacées sont réparties notamment dans les Kwilu et la ville-province de Kinshasa. Et plus de 2600 personnes ont trouvé refuge au Congo-Brazzaville, indiquent ces mêmes communiqués. Plusieurs réunions gouvernementales ont eu lieu et les unités des forces armées de la République démocratique du Congo ont été déployées dans les régions touchées par les violences. Depuis, un calme précaire est observé. Et puis, les prix du carburant à la pompe viennent de connaître une nouvelle augmentation en République démocratique du Congo, a annoncé justement en début de semaine le ministère en charge de l'économie nationale. Comment, au cours de ces dernières années, les prix justement de l'essence ont évolué dans la zone ouest du pays en particulier? Et réponse dans cet élément des Juvette Mbelou rendu par Betty Tamfumo. À en croire un communiqué rendu public par le ministère de l'économie nationale, le litre d'essence quitte de 2695 francs congolais à 2855 francs congolais pour la zone ouest. Selon quelques données disponibles, le 20 novembre 2013, le prix d'essence était fixé à 1400 francs congolais, alors qu'en 2014, l'essence a connu une augmentation de prix s'établissant à 1525 francs congolais. Un basculement plus important s'est produit une fois de plus le 18 novembre, date où le prix de l'essence va s'établir après quelques réajustements à 2240 francs congolais. 4 ans plus tard, 2022, et précisément le 16 septembre, la zone ouest va connaître une énième augmentation pour se maintenir à 2695 francs congolais. Pour l'actuel ministre de l'économie nationale, le gouvernement congolais avait décaissé un montant de 400 millions de francs congolais pour la subvention pétrolière en 2022. Bien que le pays était obligé de faire face à des crises pétrolières obligeant la multiplication de réajustements de prix de produits pétroliers.
Une situation principalement occasionnée par la guerre russo-ukrainienne. C'est ici l'occasion de rappeler que plusieurs mois auparavant s'observait une surchauffe de prix sur le marché de biens et services à Kinshasa. En ce qui concerne le transport en commun, par exemple, la plupart des conducteurs prétendant le changement de prix du carburant en septembre ont carrément doublé la valeur de leur service. Ils n'ont peut-être pas tort. Une augmentation de 200 francs ou de 800 francs congolais sur le prix d'un litre n'est sans doute pas excessive. Mais le chiffre devient important quand le transporteur doit acheter 10 litres d'essence ou plus. Dès lors que les commerçants font payer la taxe sur la valeur ajoutée TVA aux derniers consommateurs de leurs marchandises ou services. Tandis, les transporteurs en commun mettent en charge de leurs passagers le surplus du nouveau prix à la pompe. Il va de soi. Place à présent à la revue des presses. Elle est lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelou. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui s'intéresse à la publication de l'accord RDC Group Dan Gertler. Selon les confrères, le ministre des Finances a publié jeudi 1er décembre l'accord conclu entre l'homme d'affaires israélien et le gouvernement de la RDC. L'accord porte notamment sur les actifs pétroliers du lac Albert, validés dans un certain temps, voisins des actifs pétroliers ougandais très avancés dans l'exploitation. Suite aux sanctions prises par les États-Unis d'Amérique contre Dan Gertler, le pays a pu connaître un sursaut dans la gouvernance minière, a dit en introduction de la publication de ce contrat Nicolas Kazadi. Dans le souci d'accueillir la mise à valeur de ces actifs, le ministre des Finances indique que le chef de l'État congolais a jugé qu'il fallait libérer les actifs hypothèques par ces sanctions afin de les rendre opérables. Pour le ministre, à la recherche des solutions appropriées a abouti à des négociations qui ont abouti en février 2022 après que l'administration américaine ait aussi entre-temps momentanément et partiellement levé ces sanctions entre le gouvernement et la société Ventura qui représentait les intérêts de l'homme d'affaires Dan Gertler. Il était urgent, poursuit le journal, que la République démocratique du Congo se positionne. De 24 000 barils par jour, la production congolaise pourrait passer à 3 000 barils par jour. De 24 000 barils par jour, la production congolaise pourrait passer à 300 000 barils par jour, souligne Nicolas Kazadi. De 24 000 barils par jour, la production congolaise pourrait passer à 300 000 barils par jour, a indiqué Nicolas Kazadi, selon qui c'est l'ensemble de tels intérêts qui ont fait que sans nul doute la RDC devrait trouver solution dans le cadre de l'accord négocié qui est rendu public ce jour. Poursuivons cette revue de presse avec Econews qui titre « Bavon Swamputu se fixe un défi, faire du Fonared un véritable instrument financier à la disposition du gouvernement ». À en croire le journal, c'est le mercredi 30 novembre dernier que Bavon Swamputu a pris ses fonctions de nouveau coordonnateur du Fonds national RED, cet instrument financier pour la mise en œuvre de la stratégie nationale des forêts en République démocratique du Congo. Dans son approche, il se veut à la fois pragmatique et réaliste. Économiste de formation, il pense mettre à profit ses connaissances en macroéconomie pour faire jouir au Fonared son rôle véritable des bras financiers du gouvernement dans la mobilisation des ressources financières touchant directement au phénomène mondial de réchauffement climatique. Terminons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui accorde une place de choix au projet de développement des 145 territoires et l'effectivité de l'évolution de la phase 2 des travaux de construction de l'avenue Nzolana. Selon les tri hebdomadaires, projet 145 territoires, les agences d'exécution appelées au respect du délai. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, a appelé jeudi les 3 agences d'exécution du programme de développement des 145 territoires, à savoir le BCECO, le CFEF, le PNUD, au respect des délais fixés par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, a appelé jeudi les 3 agences d'exécution du programme de développement des 145 territoires, à savoir le BCECO, les CFEF et les PNUD, au respect des délais fixés pour livraison
Les premières réalisations, notamment les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs. C'était au cours d'une séance de travail tenue à son cabinet de travail en vue d'évaluer les niveaux d'exécution des 10 projets dont la première phase a déjà été financée par le gouvernement congolais, indique le journal. S'agissant de l'effectivité de l'évolution de la phase 2 des travaux de construction de l'avenue Nzolana dans la commune d'Engaliema, l'ACP note que les travaux évoluent normalement un mois après son lancement. Grâce au financement de la coopération sino-congolaise, après l'achèvement de la phase première, la phase avait été réalisée grâce à un financement global de 15 millions de dollars américains obtenu du programme sino-congolais. L'objectif à terme étant de relier les quartiers Kinshasa, Kintsuka à partir de Pompage au quartier Upen grâce aux avenues Nzolana et Mamaemo en passant par les quartiers Malueka et Sangamamba. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici le rappel des titres de cette édition du journal. Ouverture à Kinshasa ce vendredi 2 décembre de la 6e édition de la Conférence nationale sur l'énergie en République démocratique du Congo. Pendant 2 jours, la Fédération des entreprises du Congo et les opérateurs économiques se penchent sur les défis du secteur énergétique en RDC. Vous avez écouté quelques participants dans ce journal. Et puis, 3e jour de la 6e édition du Salon de la construction et des infrastructures Expo Béton au Palais du Peuple à Kinshasa. Infrastructures, transport ou encore mobilité urbaine étaient au cœur des échanges. Un reportage que vous avez également suivi dans ce journal. Et puis, 280 millions de dollars américains, c'est le montant décidé par le gouvernement de la République pour l'exécution des travaux de la centrale hydroélectrique des Katende dans les Kasaï centrales. Mais la mise en marche des 10 travaux traîne encore. Le Sénat a à cet effet interpellé le ministre des Ressources hydrauliques. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Vous informer économiquement est notre devoir et nous le faisons avec un maximum de responsabilité. Merci d'avoir suivi cette édition du journal. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.